on recrute dans la tech. Rien que ça. Si vous êtes intéressé, allez voir sur sub.tech et laissez-nous votre email. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler Doc as Code. Après avoir parlé infra as code, non, même pas, on n'a pas encore parlé infra as code d'ailleurs, tiens, en fait. On a, Non, on a bon, effleuré, effectivement. On a un sujet pour un prochain on a un épisode. sujet, exactement, je me le note. Et non, dans les épisodes précédents, en fait, on a abordé la CI, la CD, pourquoi c'était intéressant, pourquoi c'est important. Et alors, tu me dis si je me trompe, mais la Doc as Code, finalement, c'est le CI/CD, ouais, c'est ça, le CI/CD pour la documentation technique. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est résumé ou est-ce que c'est pas ça? Alors, ouais, le CI/CD est un outil qui permet de faire la doc as code. La doc as code, c'est une idée à la base. Alors, je vais être très, oh là là, très nébuleux et tout. L'idée, c'est en gros, la doc, ça nous fait chier. Et donc, on va essayer d'automatiser pour éviter qu'on se la tape à la main. Et comme ça, on a une doc qui est mise à jour avec le code et les tests. On n'a plus à s'en préoccuper. Et comme elle est mise à jour avec le code et les tests, elle reflète réellement la réalité réelle du code et de ses fonctionnalités. Donc, on n'a plus le problème de la doc qui ne correspond pas, les flags ont disparu, les features qui sont présentes dans la doc sont plus là ou ont été changées, etc. Ça, c'est fini. Avec la doc as code, comme on met dans le même flux que le développement du code et le développement des tests, et donc ce flux est géré par un CI/CD, donc l'outil est toujours central, mais comme on met dans le même flux, à la fin, on a une doc qui reflète réellement la réalité du truc. D'accord, donc est-ce qu'elle concerne, donc la Doc as Code, elle concerne uniquement les développeurs ou est-ce que ça peut être un outil plus générique qui peut à la fois toucher toutes les équipes d'une entreprise? Alors, de mon point de vue, ça peut toucher toutes les équipes d'une entreprise. L'idée, petit à petit, c'est qu'effectivement, toutes les tâches manuelles répétitives où on re-applique les tests pour en faire des exemples manuellement, tout ça, ça peut être automatisé. Donc, ça touche tous les niveaux. Donc, les développeurs, en général, les développeurs ont une certaine connaissance de Doc as Code en utilisant des outils comme Sphinx, PHP Doc, PyDoc, suivant le langage que vous utilisez. Les développeurs ont une certaine connaissance du fonctionnement et du principe de la Doc as Code. C'est côté infra que ça se développe petit à petit, par contre. Pendant des années, l'infra était faite à la main et la doc était faite à part à la main. Et Ouais. maintenant qu'on commence à arriver dans le monde de l'infra as code, dont on parlera plus tard apparemment, eh bien, on peut appliquer le principe du doc as code sur l'infra. Et ça, c'est un game changer aussi. Parce que maintenant, on peut avoir un stack complet de développement qui soit mis en documentation, automatisé pour la documentation. Ok. Mhm. Il n'y a pas de questions là. Ah, il n'y a pas de question. Bon. Très bien. Alors, je vais lister une série d'outils, ce qu'ils peuvent apporter, tout ça. Et puis à la fin, on va essayer d'élargir un peu pour voir, une fois qu'on a compris un peu le concept de Doc as Code, ce qu'on peut générer comme plus-value avec. Parce qu'il y a énormément de plus-value qu'on peut générer avec. Donc dans les outils, moi j'essaye de standardiser ma doc autour de formats et de limiter le nombre de formats différents pour éviter l'explosion de maintenance et pour éviter les problèmes de bord à la conversion de format. Donc Mhm. pour le format écriture, le texte, j'utilise soit Markdown quand c'est vraiment très simple, genre des readme, ou des changelogs ou des choses comme ça. Sinon, c'est ASCII-doc. En général, j'essaye de tout reporter, tous mes flux d'extraction de doc vers ASCII-doc comme format, parce que c'est un format suffisamment complet pour pouvoir faire énormément de choses. Il y a énormément d'outils qui l'intègrent et qui permettent de générer de la plus-value avec. Et donc, pour les textes, j'utilise ASCII-doc. Pour les images, soit quand on est dans de la pure recette, c'est-à-dire vraiment de l'exemple, par exemple, avec interface web, on prend des PNG ou des SVG des interfaces. Mais sinon, pour ce qui est diagramme, moi, j'hésite entre deux formats. Il y a Plant UML, donc le langage UML. Donc si, comme moi, vous avez été en école d'ingénieur il y a 10-15 ans, vous avez dû en bouffer de l'UML, parce qu'à l'époque, c'était très tendance. Ça a un Mhm. peu pris, ça a un peu perdu depuis le temps, mais à l'époque, c'était très tendance. Bouffer de l'UML en école d'ingénieur. Et l'autre langage, c'est Dot.
Pourquoi j'hésite entre les deux? Eh bien, parce qu'en fait, j'ai remarqué que Dot était beaucoup plus intégré avec une gamme d'outils beaucoup plus large que UML. Mais de mon point de vue, je trouve que Doc, sa syntaxe interne est plus pauvre que celle du ML. Et donc, Ouais, si je veux des choses, des diagrammes avec une syntaxe forte, où les objets qui sont présents dans le diagramme puissent apporter beaucoup plus de plus-value parce qu'on peut extraire beaucoup plus d'informations de ces objets, je préfère aller vers UML. Donc d'accord. voilà, l'hésitation entre les deux, elle est là. Mais j'ai vu aussi que quand UML, je prenais en charge Dot. Donc au bout du bout, ça peut se rejoindre. Donc ça va, tout n'est pas perdu. D'accord. Et pour il me semble avoir joué avec l'un des deux. Et au final, je crois que j'avais un petit peu abandonné parce que je me disais que ça rendait finalement la doc assez indigeste pour finalement générer des graphes qui étaient relativement pauvres. Est-ce que Mhm. ça a changé ou est-ce que Alors, oui et non. Disons qu'il y a un travail en amont de présentation. Là, il faut. En fait, il y a un travail de graphiste qui est là pour faire une sorte de charte graphique de tes éléments. Parce qu'effectivement, la charte graphique par défaut de UML, elle est très vieillotte. ouais. Cette espèce d'orange fané, ces choses-là, c'est très très vieillot. Mais comme avec UML, on peut intégrer nos propres feuilles de style, nos propres feuilles CSS, on Mhm. peut faire une charte graphique beaucoup plus moderne. Donc ça, c'est intéressant. Et d'autres aussi, on peut intégrer du style et donc rendre ça beaucoup plus digeste à lire, à regarder. D'accord. Et tu t'en sers pour quoi en fait? Pour quelle portion de la doc qui nécessite d'avoir une explication diagramme, hein? Alors, le PUML, je me sers de deux types de diagrammes chez PUML. Je me sers de l'extension C4, que vous connaissez probablement si vous avez déjà écouté ce podcast en amont, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, et j'en parle durant mes streams. Donc cette extension qui fait qu'on a Context, Container, Component, Code. Donc ça, c'est très Mhm. bien pour structurer des infrastructures modernes. Donc là, il y a une extension PUML pour ça. Donc à partir de ça, j'essaye d'extraire le code de tout mon infrastructure déclarative. Donc c'est Docker Compose, Manifest Kubernetes, Terraform et un cas un peu particulier. Donc généralement c'est Docker Compose et Manifest Kubernetes. Et Mhm. ensuite l'autre type de UML que j'essaye d'extraire, c'est le diagramme de flux, le flow diagram, que lui je réserve plus à Ansible. Parce que de mon point de vue, la représentation la plus correcte de ce que fait Ansible, vu qu'Ansible est impératif et plus impératif que déclaratif, même si Mhm. maintenant les frontières commencent à être floues entre les deux, on en parlera en phrase code d'ailleurs, de la différence entre impératif et déclaratif. Donc, restez pour le prochain podcast sur la phrase code. Donc, Ansible étant plus impératif, je considère que la représentation en flux de diagramme as flow est plus pertinente pour représenter ce que Ansible fait. Donc ça, c'est pour UML. Et sinon, pour Terraform, on est sur du pur dot parce que Terraform a une commande interne qui s'appelle graph, Terraform Graph, qui permet d'extraire un diagramme dot de votre représentation Terraform. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a kubectl aussi qui permet d'extraire du diagramme dot de ce que vous avez en live dans votre cluster Kubernetes. Et il y a aussi un autre outil qui s'appelle Ansible Playbook Grapher. Je crois que Stéphane Rosberg en avait parlé dans un de ses articles de blog il y a 15 jours, la semaine dernière, il y a 15 jours, qui lui permet de refaire l'extraction en dot de représentation d'Ansible. Alors, je n'ai pas regardé dans les détails si c'est un bon format de diagramme, si c'est un bon diagramme de flow, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il intégrait la notion d'inventaire, ce qui est plutôt pas mal, pour avoir une vue un D'accord. peu globale de l'action d'Ansible. Et les résultats visuels sont vraiment parlants? Alors, les résultats visuels sont très raw, hein, très bruts. Et donc, Ouais. comme je l'ai dit il y a 5 minutes, il y a un boulot. En gros, l'idée, c'est que vous fassiez intervenir un designer comme vous faites pour vos interfaces web et tout. Il faut que quelqu'un puisse vous faire une sorte de charte graphique qui puisse être adaptée à ces extractions de diagrammes.
Parce que si vous prenez le diagramme brut, c'est quand même assez austère, hein. Ouais. J'ai la semaine dernière, j'ai tiré un diagramme Terraform de ressources sur Azure parce que oui, j'utilise de temps en temps des cloud providers. Anthony doit être ravi. Sur Azure, Il n'a pas, j'avais l'accent, Anthony. Anthony, il te dira qu'il aime tous les clouds. Mais... donc Moi, j'aime tous les clouds, mais j'ai j'aime pas trop Microsoft. C'est tout. ah oui, oui, oui. Ben ouais, mais écoute, moi, je fais en fonction de ce qu'il me demandait aussi, hein. Ah, J'ai mais pas t'as raison, forcément t'as les mes... raison. Ben ouais. J'aime bien les solutions Azure, c'est juste que j'aime pas Microsoft. Ouais, Mais ouais, mais j'aime bien. je te comprends parfaitement. Qui est Euh, un des premiers contributeurs open source, Anthony. Très bien. Ah, tout à fait. Ouais, ouais. Vas-y, Donc, excuse-moi. non, non, mais donc tu vois, la semaine dernière, j'ai fait un graphe Terraform de ressources sur Azure. Il y avait quoi je crois qu'il y avait un peu d'access control, deux, trois identités et un bucket ou deux. Déjà, le diagramme était absolument illisible quand on le prenait brut. Donc effectivement, il y a un travail en amont de représentation de ces diagrammes. Mais l'avantage, c'est que comme c'est des formats, avec des syntaxes définies, claires, on peut avoir tout un tas d'outils qui exportent, retravaillent, réimportent, réarrangent la sauce. Contrairement à une doc manuelle, ou une doc manuelle, pour extraire l'information de ça, il faut faire intervenir du machine learning, hein, parce que comme il n'y a aucune syntaxe qui est respectée, pour extraire l'information, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Juste une petite précision sur Ansible, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu as dans ton diagramme? Dans mon diagramme, j'ai pour celui qui fait du PML, mais je pense que celui pour d'autres, c'est pareil. En gros, on a la liste des tasks telles qu'elles sont déroulées, avec en fait, chaque task, c'est un point, et le tiré étant l'enchaînement de ces tasks entre elles, avec Ouais, une arborescence qui gère les collections et les rôles. d'accord, Voilà. d'accord, Donc c'est ok, du diagramme de flux. C'est pas du diagramme d'état d'infra, c'est du diagramme de flux. Parce que d'accord. Ansible est impératif. Donc la représentation est beaucoup mieux en flux qu'en état. Ok. Ok? Très bien. Ouais. Alors, ensuite, on peut parler de. Maintenant, on va parler un peu plus de texte et d'extraction de texte. Euh, Quelque chose que j'aime bien, mais qui est un peu compliqué à mettre en place, c'est de pouvoir extraire en documentation la syntaxe Gherkin. Alors, c'est extrêmement intéressant la syntaxe Gherkin parce que ça permet euh, d'expliquer, de décrire en langage humain, donc l'anglais principalement, mais il y a des bibliothèques pour le faire en français ou en n'importe quelle langue, d'écrire en langage humain des recettes, comme des recettes de cuisine, des tests. Donc en gros, je suis sur telle interface, je clique sur tel bouton, il se passe telle chose, je dois voir telle chose sur l'interface, je reclique sur tel autre bouton, il voit, etc., etc. Et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un traducteur derrière qui traduise automatiquement cette recette en langage machine et qu'il exécute. Ce qui permet de voir si la recette est vérifiée, si le test est OK. Mhm. Donc, si vous voulez les implémentations de Gherkin, il y en a deux très grandes. Il y en a une qui est dans le monde Java et le monde Ruby, c'est Cucumber. Et il y en a une pour PHP qui s'appelle Beat. Donc, avec ça, on peut décrire avec l'ensemble du stack, l'ensemble des stakeholders de votre solution, donc les potentiels clients, l'équipe marketing, etc. On peut décrire les tests dans un langage humain. Donc tout le monde peut s'y mettre à décrire les textes, même si je considère qu'au final, il faut quand même que ça soit un spécialiste, un dev, qui écrive réellement les tests, parce que la syntaxe est quand même un poil plus rigide que ce que peut permettre un langage humain. Mais tout le monde peut s'y mettre, tout le monde peut les lire, et une fois qu'ils sont créés, ces tests, ils peuvent être automatiquement exécutés pour pouvoir voir si la solution correspond au test.
Et D'accord. comme c'est des tests en langage humain, comme c'est des étapes comme une recette, comme avec des extensions, on peut coller des screenshots sur ces tests, donc des screenshots des interfaces web, etc., eh bien, vous avez une doc toute prête. Et une doc qui est réellement ce qui se passe en langage humain et qui est réellement ce qui se passe sur votre solution. D'accord. Voilà. Donc là, ce que tu veux dire, c'est que dans un dev, hein, il y a évidemment des tests, donc ils sont écrits en Gherkin, si j'ai bien Oui. compris. Mhm. Et donc, ils sont utilisés pendant la CI pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet de bord et que tout va bien, que ça passe au vert. Et ce que tu Exactement. dis, c'est qu'en fait, on utilise ces mêmes tests pour, in fine, faire de la doc générée et qui soit compréhensible et jolie. Oui, Alors, c'est à destination de qui? L'utilisateur final? C'est une ça doc. peut être à la destination de l'utilisateur final. Parce qu'en fait, il y a différents extracteurs des résultats de test, et certains, il y a des extracteurs pour ASCII-doc, par exemple. Et donc, une D'accord. fois qu'on a extrait nos tests en ASCII-doc, on peut passer un outil, un static site generator ou autre, qui transforme ces tests en ASCII-doc en articles de blog, en articles de support, de forum, avec les feuilles de style qui vont, etc. Et donc, c'est lisible par un utilisateur final. Ouais. D'accord. Donc c'est plutôt orienté peut-être pour générer des facs ou des trucs comme ça, hein, j'imagine, parce qu'il y a quand même certaines limites à transposer des phrases de test en quelque chose de utile in fine, quoi. Pour moi, ça Bah, serait tiens, j'ai vu apparaître telle notification à droite quand j'ai cliqué là, et donc, qu'est-ce que je dois faire? Et bim, il y a la réponse du test, non? Ou est-ce que tu peux, ou toi-même tu l'utilises déjà pour faire de la doc plus évoluée? alors, ça peut servir pour les deux. Comme on est une doc formatée, on peut l'extraire pour la mettre dans des FAQ, des choses comme ça. Mais moi, de base, je peux les mettre telles quelles en doc. Alors, la syntaxe en anglais, c'est on a l'étape given, étant donné l'étape when, donc quand on exécute l'action, et then le résultat. Si vous regardez sur Twitch en ce moment, là, désolé pour ceux qui écoutent le Oui, podcast, ouais. si vous regardez sur Twitch, vous pouvez voir ces trois étapes, given, when, then. Et derrière, vous écrivez ce que vous voulez. Et le truc, c'est que ce que vous voulez, en fait, il faut qu'il y ait 2-3 patterns qui soient respectés pour que la machine le comprenne derrière. Mais c'est du langage anglais, hein, ou du français, si vous prenez la bibliothèque qui permet de faire ça en français. Et donc, si vous travaillez bien correctement vos tests, que vous faites des jolies phrases bien explicatives, que vous mettez bien les screenshots au bon endroit, quand vous l'extrayez en ASCII-doc, ou que vous l'extrayez en JUnit, par exemple, parce qu'on peut avoir des sorties en JUnit, eh bien, après, vous pouvez travailler ça correctement, le polisher correctement pour pouvoir faire des articles de doc, des articles de support, des choses comme ça. Et donc, D'accord, si vous voulez faire de la FAQ avec, après, vous extrayez les données avec un élastique et hop, vous mettez ça en FAQ. d'accord, ok. Mhm. Bon, bah, je suis presque convaincu. T'es presque convaincu. Oui, Ouais, alors, Gherkin, juste pour la petite info, il y a un an à peu près, il y avait eu une mini polémique sur le tweetos français, sur Gherkin et sur le fait que c'était une fausse solution parce que, au final, c'était aux testeurs, aux développeurs de rédiger les tests. Euh, Bah oui, c'est aux testeurs, aux développeurs de rédiger les tests, bien sûr. Le truc, c'est qu'effectivement, il y avait sur le site, et je crois qu'elle y est toujours sur le site de Cucumber, une phrase qui disait cela permet à vos clients ou à votre équipe marketing de rédiger les tests. Non, ça c'est faux. Et ça a toujours été faux. Mais l'avantage, c'est que là, ils peuvent les lire, les tests. Contrairement à des bibliothèques de tests où en fait on se retrouve à du code qui teste du code, avec Gherkin, c'est du langage humain qui teste du code. Donc les marketeurs et les clients peuvent comprendre réellement ce qui se passe, parce que c'est de l'anglais ou du français. Mais effectivement, pour que ça fonctionne correctement, ces phrases en anglais et en français doivent être écrites par des testeurs ou des développeurs, parce qu'il y a quand même une certaine rigidité, quelques patterns à respecter pour que l'interpréteur derrière comprenne ce que ça veut dire. d'accord. Donc c'était une fausse polémique en fait. C'était Oh, la bah, petite anecdote, la petite parenthèse. et ben, nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés. Euh,
on va pas se mettre dans la polémique du moment de Twitter qui est-ce qu'on peut déployer l'infrastructure avec Bash ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser Ansible, et Terraform et tout ça. On va se tenir loin de ça pour le moment. Ouh, il y a aussi la polémique, est-ce que Bash est un langage de programmation ou pas? Voilà, Ah, c'est ça. C'est ce qui tourne en ce moment. ouais, j'ai bien fait de Ah, pas ouvrir mon Twitter depuis un petit moment parce que ça fait quand même penser à des vieilles polémiques qui puent. Ah Euh, bah, c'est pas neuf hein, comme polémique. Et ouais, ouais. donc, Et toi, Emacs ou Vim? Ah bah vite. non mais attendez, on va pas se battre pendant le podcast. Ah Hein. non, mais Anthony est Vim, hein, donc on est clair là-dessus. De toute façon, il ne serait pas sur le Tech Jam s'il n'était pas Vim. D'ailleurs, voilà, Miché, je te pose la question en toute honnêteté, réponds. Vim Je ou suis Emacs? nano, moi. Nano! Oh. J'ai perdu la T'as 3 mois. connexion. J'ai perdu la connexion. Bon, bah écoute, on va certainement se mettre en quête de quelqu'un pour le D'un DevOps. autre DevOps. Ouais. Non, 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 tout simplement, t'as 2 mois pour arriver à sortir de Vim, et ensuite Oui, c'est on va ça. viser. Voilà. C'est ton test. Si tu réussis à sortir de Vim, eh ben, c'est bon. C'est Tu c'est continues. 2.Q, c'est ça. Ouais, il y a plein de variantes, c'est ça qui est pas mal. C'est ça qui est bien. C'est ça Mais, ah bah tiens, alors, si on se fait une petite parenthèse, mais super rapide, je suis en train de tester un nouvel éditeur qui s'appelle Kakoun. Alors, outre le nom qui est assez rigolo, hein, Kakoun, caca, tout ça, Très bien. et ben, non, je me devais de préciser, ça fait rire Anthony, et c'est bien l'essentiel. Kakoun, en fait, c'est comme Vim, sauf que c'est sans la partie un peu magique. Parce que dans Vim, en fait, on peut faire les combinaisons de touches de malade, il se passe rien à l'écran, et puis quand tu vas cliquer sur la dernière touche, et ben, il va se passer un truc. Et Kakoun, c'est l'inverse. En fait, tu es obligé de sélectionner du texte. Donc, tu vois, par exemple, tu veux copier un truc en Vim, tu vas faire 2 DD et tu n'as rien sélectionné, et hop, tu vas avoir tes 2 lignes qui vont être coupées. Euh, alors que Kakoun, tu dois toujours sélectionner quelque chose avant de pouvoir faire une opération. Et c'est la grosse différence. Il est, je crois, développé en Rust ou un truc équivalent. Et franchement, il est super pro-pointer, mais bon, j'ai du mal à passer d'un à l'autre, donc pour l'instant, je suis en mode apprentissage. Mais retenez, c'est Kakoun. Voilà. Hop, ça y est, pardon. Vas-y, je t'en prie. Hop, c'est reparti. Bon. Alors, une bibliothèque exemple pour Cucumber elle s'appelle QDoctor, qui permet donc de traduire des résultats de tests Cucumber en ASCII-Doc. Donc voilà, pour finir sur la syntaxe Zerkin. Mais je pense que dans la description du podcast, on va mettre des liens comme ça, de Mais petites bien sûr. bibliothèques. Ouais. Donc, Gherkin, ça fait du test de comportement et de la doc recette pour du comportement, donc. Et ensuite, on peut faire de la doc d'état d'infrastructure. Alors, comme on commence à être dans des infras extrêmement APIfiées, il y a une doc que tout le monde connaît maintenant, c'est Swagger, donc qui permet de faire de la doc d'API, d'endpoint. Hop, je la mets sur le Twitch. Et donc ça, c'est vraiment pas mal pour pouvoir avoir un endroit où vous pouvez chercher toutes les interactions que vous pouvez avoir avec vos services. Ah bah tiens, tu donnerais pas 2-3 détails sur comment ça marche? Swagger? Swagger, en Ouais. gros, Swagger, ça permet de générer une documentation à partir de vos endpoints REST. À la base, c'est OpenAPI, la spécification. Donc, vous mettez en place la spécification OpenAPI sur vos endpoints REST, suivant le langage que vous utilisez. Et après, Ouais. vous pouvez extraire et vous avez une représentation toute jolie donc, si vous êtes sur Twitch, vous pouvez le voir. Vous avez une représentation toute jolie de où sont vos endpoints, quels sont les paramètres qu'ils prennent, quels sont les verbes HTTP que ça prend, etc. Et donc, de cette façon, vous pouvez intégrer vos applications beaucoup plus facilement parce que vous avez la doc à un endroit. Et comme c'est une doc qui extracte automatiquement de votre code, vous avez une doc à jour et nickel. Mais je pense qu'à partir du moment où vous avez commencé à faire de l'interaction d'API, vous l'avez vu, vous voyez, c'est la doc où on a par exemple un tableau, une colonne avec des lignes, et dans les lignes, vous avez post en vert, put en orange, get en bleu, delete en rouge, et derrière, vous avez le chemin de votre endpoint,
avec les paramètres possibles à mettre dedans. Et quand vous ouvrez cette ligne, dedans, vous avez toutes les variables et paramètres que vous pouvez intégrer dans votre endpoint pour pouvoir... Donc, vous avez les paramètres et les retours que vous pouvez intégrer, que vous recevez de votre endpoint. Et donc, comme c'est automatisé, comme ça extrait directement depuis vos endpoints, eh bien, vous avez une doc as code magnifique. Et Swagger prend beaucoup de traction à cause de ça, parce que c'est en plus assez agréable à lire. Moi, j'aime beaucoup Swagger. C'est agréable et fonctionnel. Agréable et fonctionnel, ouais. Okay. Mais sinon, quand on parle d'infrastructure, on n'a pas que de l'infra APIfié. On a de l'infra brute aussi, l'infra faite avec Shell, par exemple. Et celle-là, on la teste. Moi, j'utilise une bibliothèque de test qui est un fork, ou plutôt un child, un descendant de server-spec et de RSpec. Donc codé en Ruby, qui s'appelle InSpec, je pense que j'en ai déjà parlé, et qui a l'avantage de pouvoir faire des rapports qui sont lisibles par un être humain. Et il y a même une extension qu'a fait une petite équipe qui permet de transformer ces rapports en syntaxe ASCII-Doc. Donc ça s'appelle InSpec Reporter Flex, et ça permet donc de transformer vos rapports en syntaxe ASCII-Doc, Markdown, je crois qu'il gère plusieurs syntaxes. En gros, on écrit des templates en ERB, vu qu'on est en Ruby, et avec ça, on peut extraire nos résultats de tests d'infrastructure. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. InSpec, par exemple, vous construisez votre profil InSpec, vous l'appliquez sur un système, et c'est lui qui va vous dire, vous m'avez demandé s'il y a un Apache 2, il y a un Apache 2. Vous m'avez demandé s'il y a un Apache 2, il n'y a pas d'Apache 2, donc vert ou rouge. Et une fois que les tests sont passés, donc que vous avez bien regardé que votre système fonctionne correctement, le résultat final, vous pouvez l'extraire, le passer par ce InSpec Reporter Flex et en faire de la doc. Et donc, les gens qui veulent déployer, par exemple, votre produit sur leur infra, ils savent exactement ce qui est déployé, c'est marqué dans la doc. D'accord. Voilà. Petite parenthèse concernant l'infrastructure. Alors, c'est pas exactement lié à la doc as code, même c'est plutôt l'inverse, mais ça me fait penser à Brainboard qui est du coup une solution de déploiement d'architecture en mode graphique. Et eux, du coup, finalement, c'est quasiment l'inverse. Tu bosses d'abord sur le diagramme, donc finalement la doc, une doc en live, ça génère du Terraform derrière que tu vas pouvoir utiliser pour déployer. Et là, c'est vrai que tu t'assures que ta doc, ton diagramme est absolument parfaitement à jour parce que finalement, c'est l'archi qui est déployée. Exact, oui. Brainboard que vous avez reçu d'ailleurs il y a quelques mois, à l'époque où c'était le Cloud Jam, si je me souviens bien. Et oui, c'était le Cloud Jam. Et je sais qu'ils performent pas mal. Ils sont aux États-Unis et ils ont été avec Y Combinator. C'est ça. Oui, mais j'ai quelques contacts avec eux. En ce moment, excusez-moi, ils sont en train de faire une formation, je crois qu'elle est gratuite, une grande formation Terraform, vu que Brainboard est collé avec la technologie Terraform, ils font une grosse formation, ils essaient de ramener plein de gens, donc si ça vous intéresse, allez voir Brainboard et il y a plein de cours sur Terraform. Ok, merci monsieur. Michel ? Et sur Twitch, vous pouvez voir le site de Brainboard, et je vous ai mis le lien dans le chat si ça vous intéresse. Donc oui, eux, ils prennent le phénomène inverse, ils partent de la doc, et à partir de la doc, ils génèrent le code de l'infrastructure. Alors, une fois qu'on a extrait notre code, qu'on a extrait nos diagrammes, etc., l'idée, c'est de pouvoir commencer à en extraire de la plus-value. Donc pour ça, la première étape, c'est de le formater. En data analytics, c'est redresser vos data, quoi. Donc les faire rentrer dans des modèles. Donc, je pense que parmi vous, il y en a peu qui ne connaissent absolument pas Pandoc. Pandoc, c'est vraiment un vieux de la vieille, mais c'est une valeur sûre. C'est un outil qui permet de traduire des formats d'un langage vers un autre. Donc, par exemple, on peut traduire Markdown vers du Word, de l'ASCII-Doc vers du Notebook Jupyter, des choses comme ça. Bref, avec ça, vous allez pouvoir formater vos extractions de doc, qui sont encore brutes,
et les mettre dans le format que vous voulez, dans le format à partir duquel vous allez pouvoir extraire de la valeur. Donc Pandoc, c'est vraiment pas mal pour ça. Ouais, c'est le couteau. C'est le couteau suisse, exactement. C'est le couteau suisse. Le Zurichois que je suis maintenant apprécie. Et une fois que vous avez donc formaté votre doc, que vous avez redressé la data de votre doc, vous pouvez ensuite la publier de multiples façons. Et c'est là qu'on va rentrer dans la plus-value. Donc la plus connue, c'est forcément le Static Site Generator. Donc faire de la page HTML statique. Donc vous avez les classiques Jekyll et Hugo, mais il y en a un que j'ai trouvé, que j'ai pas encore testé, je dois avouer, mais qui m'a l'air pas mal, qui s'appelle Antora, parce qu'il est spécialisé justement dans la doc as code et la publication de doc as code. Donc Antora, il prétend... Antora, ouais. Je connais pas. Tu connais Antora Non, je connaissais pas, non. Effectivement, cool, bien, on va aller regarder. Ouais. Génial, le nouveau produit. Ouais. Et Parce c'est marrant qu'Antora... que tu dises, excuse-moi, c'est marrant que tu dises en fait que le premier format qui te vient à l'esprit, alors du coup je me dis que c'est là qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération, certainement, c'est le site statique. Alors que moi en tête, tu vois, j'étais en train de me dire, c'est le PDF. Mais ah oui, on n'est pas de la même génération. Désolé. C'est bien, Anthony? Ouf, t'as combien? 70% de cheveux blancs, toi? Attends, et alors ça, c'est quand même fort de café, parce qu'Anthony me permet de faire des réflexions alors que son business, c'est du PDF, tout simplement. Hein? On est d'accord? Tu fais des rapports en PDF, oui ou non? Typiquement, je fais des rapports interactifs, monsieur. Interactifs. Oui. On peut. Il s'adapte à la demande client, écoute. Oui, ils sont vieux, ces clients. Excuse-moi, Michel. Du coup, non, mais effectivement, là, il y a une génération, parce que moi, le PDF, je trouve que c'est que ça cloisonne un peu trop, parce qu'après, pour pouvoir extraire l'info du PDF, c'est plus lourd, plus compliqué. Mais bon, bref, un site static generator avec, j'ai tous les outils, et on va parler justement de l'idée de pouvoir apporter plus de plus-value encore. Donc, Antora, c'est pas mal pour pouvoir générer de la doc, apparemment. Il faut que je regarde plus en avant, et il y a des choses qui, effectivement, il faut que je fouille un peu plus, dont je vais parler. Il y a le système de branching et de tagging, donc ça permet de suivre vraiment le versionning de votre code et de vos tests, donc ça c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont chez Antora. Mais les choses donc, dont je voudrais parler maintenant et qui sont intéressantes quand on est la doc as code, c'est pouvoir la diffuser sous des tonnes de formats différents. Pourquoi j'apparais d'un coup beaucoup plus? Ah, non, je sais pas. La diffuser sous des tonnes de formats différents. Et le Static Site Generator, donc si vous allez sur le site de l'IMAWI, vous allez voir un peu ce que ça fait. J'espère et j'aime pouvoir mettre du schéma org, par exemple. Et le fait qu'on ait de la doc formatée, doc as code, permet de remplir les trous de votre schématisation schéma org, de votre spécification schéma org, et donc de pouvoir distribuer beaucoup plus largement la structure même de votre code. Imaginez, votre code, quand vous le mettez sur un site statique de base HTML de base, votre doc, vous la mettez sur un site statique de base HTML de base, sans rien avoir préparé, les gens, ils vont aller dessus, ils vont dire, OK, c'est une doc de, je sais pas, on va dire, pour changer des roues de bagnole. C'est un software qui permet de changer des roues de voiture. Mais les gens, ils sont obligés d'aller dessus. Ils vont sur un autre site avec le même système que vous, et là, c'est des recettes de cuisine. Les gens sont obligés d'aller dessus. À partir du moment où vous commencez à intégrer des schémas org, de la schématisation, donc le plus connu c'est OpenGraph, mais en même temps OpenGraph c'est beaucoup plus réduit. Moi je préfère schéma org. À partir du moment où c'est schéma org, le site web va pouvoir dire à tous les gens qui passent et à tous les outils automatisés qui passent, sur cette page de doc là, c'est une recette de cuisine. Et voici l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Sur cette page de doc-là, c'est comment changer les roues de voiture. Voici l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Ça veut dire que, par exemple, imaginez, vous avez quelqu'un qui a une appli qui stocke les recettes de cuisine qu'il trouve par-ci, par-là. Eh bien, l'appli, elle pourra récupérer automatiquement de votre page de doc les étapes qu'il faut, les ingrédients qu'il faut, etc. et les formater pour les mettre dans l'appli directement. Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
Et le fait qu'on ait une doc Ascode au départ, donc on ait une doc qui est formatée au départ, permet de remplir correctement les champs. Typiquement pour la recette de cuisine, vous pouvez avoir mis dans votre ASCII doc tel champ, c'est un ingrédient, en dessous de tel titre, c'est l'étape 1, en dessous de tel titre, c'est l'étape 2, etc., etc. Et donc, quand ensuite vous le formatez pour votre site web, ça remplit votre spécification schéma.org, et après, ça peut être réextrait à nouveau par tout un tas de systèmes. Donc ça, c'est vraiment enrichir votre doc, parce qu'elle est directement intégrable en PDF si vous n'êtes pas de ma génération, mais dans tout un tas d'apps qui permettent de traiter de la data structurée fortement. Donc des recettes de cuisine, des adresses postales, des choses comme ça. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais on n'est qu'au début, parce que maintenant qu'on a formaté notre doc, et comme j'ai dit en tout début de podcast, quand tu m'as demandé, Sébastien, à qui ça s'adressait, et que j'ai dit tout le monde, eh bien c'est là que le tout le monde arrive. Parce que maintenant qu'on a formaté notre doc, on va pouvoir la faire traiter par l'équipe marketing, la faire traiter par les commerciaux. Parce que eux, ils vont pouvoir tirer de la doc en utilisant des outils comme N8N ou Node-RED, Node-RED étant un peu plus brut que N8N. Mais N8N, en gros, si vous utilisez IFTTT, N8N, c'est un concurrent d'IFTTT. En ayant formaté... C'est l'équivalent open source de IFTTT. Alors, c'est faire l'insensing plutôt que open source, mais la subtilité... Mais en gros, c'est ça. Ouais. Maintenant que vous avez formaté votre doc, et ça veut dire que toutes les infos, toutes les datas de votre doc sont facilement extrayables et comprenables par des processus automatisés. Votre équipe marketing, elle peut en faire des articles de blog, des fils Twitter, des posts Facebook, des posts Pinterest, etc., etc., des posts LinkedIn, etc. Et elle n'a plus juste qu'à faire les workflows IFTTT ou N8N qu'il faut pour pouvoir convertir la doc qui a été générée automatiquement dans le format nécessaire pour pouvoir faire un post LinkedIn, un fil Twitter, etc. etc. Et donc l'équipe marketing, elle n'écrit plus le message Twitter, le message LinkedIn, etc. Elle écrit juste le workflow avec N8N par une interface graphique. Elle détaille le workflow et la source étant formatée, eh bien, on peut arriver à automatiser du test et du code jusqu'au fil Twitter, jusqu'au post LinkedIn. Ouais, c'est beau ça. Je vois C'est un cas vraiment beau. d'usage, ce serait de à chaque release, ben, tu as, un post LinkedIn ou un post Twitter qui est envoyé avec le numéro de la release, les features les plus importantes, les bug fixes qui ont été squatchés, et tout Exactement. en automatique, quoi. Exactement. Et on peut envoyer aussi vers les articles de blog ou de forum qui ont été générés à partir de Gherkin pour que les gens puissent avoir des exemples et apprendre à utiliser les nouvelles features, les nouvelles releases. Ah Tout ouais. automatisé. Ça, c'est des trucs que tu as pu implémenter, toi, dans ton business? Alors, les extraits en Gherkin, oui. Les workflows Twitter, j'en ai implémenté un petit peu. J'ai surtout fait Twitter parce que c'était le plus facile à implémenter. Mais j'espère dans les mois à venir pouvoir élargir ça. Mais c'est assez intéressant, effectivement. Parce que quand on a les bons extracteurs, par exemple, pour les sites web, si on a une source de confiance de doc qui est le site statique, par exemple, et qu'on a les bons extracteurs, on peut, à partir des schémas org, extraire énormément d'infos et les formater pour Twitter, ça marche nickel. Pour Twitter, j'ai testé, ça marche nickel. Pour les autres, comme c'est un peu plus compliqué à mettre en place, j'ai pas testé, mais Twitter, ça marche nickel. Ok. Top. Donc là, on voit bien que ça s'adresse, enfin, que la doc, ben, c'est pas limité à la doc technique pour des développeurs ou pour des techos. En fait, c'est vraiment, ça peut être le cœur de la meule d'un business et qui peut toucher tous les autres départements de l'entreprise. Exactement. Et ça réduit considérablement les frictions parce que, par exemple, on n'a plus ce problème des marketeurs qui promettent des features qui ne seront jamais là parce qu'ils ne sont jamais en relation avec les codeurs, la doc qui arrive trop tard ou alors trop en avance par rapport au code. Si on automatise correctement les workflows, on peut avoir les fils Twitter qui arrivent dès que la release sort, ou alors on leur dit
vous sortez une semaine après, la doc, elle sort le lendemain, etc. Donc, comme tout est automatisé, en fait, on peut avoir une vraie politique de publication de contenu et publication marketing qui est entièrement orchestrée avec l'ensemble de l'équipe. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Et fear not, équipe marketing, bien sûr, Pandoc peut convertir en PPT. Oui, oui. Ah, mais pour le PPT, tenez, je vais vous présenter sur le stream un outil qui est pas mal, mais je vais en parler pour le podcast. Pour le PPT, il y a un outil qui s'appelle MARP et qui permet, donc vous voyez sur le stream, alors c'est un peu cassé parce que les images sont plus là, mais un MARP, c'est un outil qui permet d'extraire à partir du Markdown Yes. des PPT. Voilà. Et par exemple, j'ai vu un certain nombre de DevRel qui utilisent maintenant MARP pour faire la présentation pour les conférences. Donc, ils écrivent leur, Bon. PPT, qui n'est plus Ouais. un PPT, en Markdown. Et ensuite, ils l'extraient et ça en fait un magnifique PPT. Est-ce que ça Voilà. en fait un PPT ou ça en fait une présentation HTML, JS, il me semble que c'est de l'HTML, non? Non, mais ça dépend de l'extracteur. Encore une fois, ça D'accord. dépend de l'extracteur. Ok. Le fait est que MARP permet d'avoir un format qui permet de comprendre que telle étape, c'est un slide, telle étape, c'est un autre slide, etc., etc. Et puis après, on peut rajouter des extracteurs derrière. Mais à Ouais. partir du moment où la donnée est formatée, on a juste à coder l'extracteur et c'est parti. La grande différence par rapport à la doc manuelle, c'est que la doc manuelle, nous humains, on respecte jamais un format. Nous, humains, s'il n'y a pas un process automatisé qui nous prend la main et qui nous tape dessus quand on a oublié une virgule, quand on a mis un H2 à la place du H1, etc., on ne le respecte pas. Donc la doc manuelle, pour extraire de l'information et de la data enrichie de la doc manuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut d'abord la réécrire formatée, quoi. Alors que Mhm. la doc qui est Ascode, comme c'est que des processus automatisés, elle est formatée de A à Z. Et donc là, Mhm. pour extraire, on peut extraire dans ce qu'on veut. D'accord. Je Voilà. reviens juste sur. J'ai une question, ou alors il y a un truc que j'ai pas écouté. Tu as Ah, parlé de la récupération enfin, de l'extraction d'informations depuis Gherkin, ouais. euh, de, mince, voilà, disons, euh, des infos concernant l'infrastructure en utilisant plusieurs extracteurs. Mhm. Euh, mais qu'en est-il du coup pour la doc qui est vraiment liée au code enfin, est-ce qu'il y a un autre moyen pour aller récupérer dans le code certaines portions, alors soit des commentaires, soit des Ah oui, euh, bien sûr. ouais, Donc j'en parlais au tout début, il y a Sphinx, il y a PyDoc. En fait, en fonction de votre langage de programmation, en général, vous avez un extracteur de doc qui arrive. Donc si vous êtes sur Python, vous avez PyDoc, générateur de documentation et système d'aide. Vous avez Sphinx, vous avez sur PHP, j'utilisais PHP Doc, je crois que ça a été renommé en PHP Documentor 2, je sais plus. Bref, pour chaque langage de programmation, vous avez effectivement la bibliothèque qui va bien, qui permet d'extraire toutes les infos qu'il faut, tous les commentaires, toutes les structures, qui vous permet même, si votre langage de programmation est orienté objet, de pouvoir faire votre diagramme de classe, etc. Ouais. d'accord. Ah, ok, ouais, ouais, t'avais parlé de Sphinx, mais Mm. j'avais pas compris vraiment Pour les l'implication. plus anciens parmi nous, il y a d'Oxygène. Ouais, ouais. D'accord. Ok, ok. Mm. Donc pour le code, il y a tout ça. Il y a donc les tests et la récupération des tests, et ensuite des différents extracteurs pour l'aspect purement infrastructure. Oui. Et ensuite, donc les conversions dans différents formats. Ouais. Et Euh, Gherkin pour le comportement. ouais, Tu as d'accord. tendance toujours un peu à l'oublier, mais il est extrêmement important parce que c'est lui qui permet de faire. C'est la première porte d'entrée sur votre code. Pour les gens qui n'ont aucune compétence technique, ils passent par ce qui a été généré par Gherkin. Parce que c'est vraiment la doc dans le langage naturel, c'est la recette de cuisine. Et oui. Et ben, top. Est-ce qu'on a fait le tour de cette doc as code? De Doc cette as- doc as code, écoute, pour l'instant, oui. Si j'avance, si je trouve d'autres choses, plein d'autres choses à dire, on fera peut-être un autre podcast. Mais moi, de mon point de vue, là,
Ça me paraît bien. Anthony, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien parce que, comme tu le disais au début, enfin, moi, surtout un background de développeur et pour un développeur, ça paraît à peu près normal d'avoir de la doc, à peu près, vraiment dans l'à peu près. Et du coup, tu nous as sorti toutes les solutions qu'un DevOps sysadmin, lui, va mettre en place pour Mhm. montrer son infra, pour exprimer à l'ensemble de l'entreprise qu'est-ce qu'il est en train de faire, en fait. Et limite, j'ai trouvé ça plus carré que ce que font les développeurs, en fait. On va pas lancer de guerre ici. Non. Et non, parce qu'on est dans un Tech Jam DevOps. Donc DevOps, c'est l'amour des devs et des ops. Des ops, Ah, bah oui, bien exactement. sûr. C'est ça. Anthony, il est encore un peu vieille école. Hein, tu sais, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Bon, eh ben, écoutez, je crois qu'on a fait le tour du coup. Moi, je trouvais ça super intéressant et je vais aller de ce pas voir Antora Ouais. et quoi d'autre, hein, ce que je m'étais noté. Bah, je suis allé voir Marp. Effectivement, Marp, je connaissais déjà. Et bah non, Antora, ouais, carrément, parce que je ne Mm. connaissais pas du tout. Super Voilà. prometteur ce truc. Ouais. Donc, il me reste à dire merci. Merci à tout le monde. Merci à Miché. Merci à Anthony même. Et Anthony, qu'on retrouve la semaine prochaine pour un Tech Jam Cloud. Alors, bon, allez, je le tente. Est-ce que déjà tu sais de quoi on va parler, Anthony? Peut-être. Et petit Bien teaser, mystérieux. évidemment. Alors, je ne sais pas si ce sera un invité, je ne crois pas. Mais en tout cas, ce sera intéressant comme le dernier. Non, pas d'invité. Mais si tu veux, j'ai déjà un sujet qui m'est passé par la tête tout à l'heure. C'est Cloudflare qui a arrêté la plus grande DDoS du monde. Yes, yes. Ah, Et ça nous permettra de les relancer parce qu'on aimerait bien parler à Cloudflare sur Tech Jam en C'est live. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci encore à tous les deux. Merci à vous, chers auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux. Et ça fait encore bien plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir. au revoir.